Bonsoir. Donc, vous avez, j'imagine, tous constaté qu'on vit un véritable siècle d'or en astrophysique. Ce 21e siècle nous a permis de faire des découvertes qui se sont déroulées à un rythme beaucoup plus rapide que tout ce qu'on a vécu dans le passé. En l'espace d'à peu près 25 ans, les découvertes sur l'univers se sont multipliées à un rythme prodigieux. En 2013, le satellite Planck a publié la carte la plus fine des germes, des structures de l'univers, des grandes structures de l'univers. Alors, une petite précision quand même, les petits points bleus et rouges que vous voyez sur cette image sont généralement présentés comme étant les germes des galaxies qu'on voit aujourd'hui. En réalité, ils ont une taille qui est plus grosse que le plus gros amas de galaxies, donc les plus grandes structures de l'univers. Et donc, cette image-là, ce n'est pas vraiment les germes des structures de l'univers, les germes sont cachés. On pense qu'ils seraient peut-être faits de matière noire. On a eu, le 12 juillet, un discours du président américain Joe Biden. C'est la première fois qu'un président américain présente des images de l'univers. Avant, la dernière fois que ça s'était passé, c'était lorsque l'homme a mis le pied sur la Lune. Et on se rend compte qu'avec cette image la plus profonde de l'univers, les Américains ont voulu donner un message, ce qu'on appelle le soft power. C'est-à-dire qu'à partir du moment où notre civilisation américaine est capable de faire l'image la plus profonde de l'univers, c'est donc que notre culture est supérieure, est la meilleure. Et donc on utilise l'astronomie maintenant comme une conquête non seulement de l'espace, mais de l'esprit des uns et des autres. Donc il y a une forme d'utilisation de cette conquête-là. Ce n'était pas un hasard si le président américain a présenté ces images. Néanmoins, c'est véritablement l'image la plus profonde de l'univers. Et tous les jours, au moment où je vous parle, sortent des nouvelles publications avec des galaxies nouvelles, les plus lointaines de l'univers, et je dirai 2 mots dessus, parce que ça fait partie de l'histoire de la lumière. L'image que vous voyez ici est magnifique. C'est l'image de la galaxie Messier 74, qui a été obtenue il y a quelques jours. C'est une galaxie spirale qui danse, et lorsque les ondes de densité, les vagues, se propagent dans l'océan de matière interstellaire de la galaxie, elles engendrent des molécules complexes, les hydrocarbones aromatiques polycycliques, qui sont les éléments de base dont on pense qu'ils ont participé à l'émergence de la vie sur Terre. Ce que vous voyez là en violet, c'est l'émission de lumière de molécules complexes qui sont cognées par de plus petites molécules, qui vibrent comme des diapasons et qui rayonnent à une longueur d'onde très précise, sur laquelle on a branché un filtre du télescope spatial James Webb et qu'on a cartographié. C'est pour ça que cette forme est un peu différente des autres, mais on est en train de voir la complexité en action dans ces galaxies. Et c'est la question que je vais essayer d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est de se demander comment se fait-il que l'univers, qui est né d'un Big Bang, a pu engendrer de la complexité de façon aussi efficace dans l'histoire de l'univers. Ensuite, à l'intérieur de ces vagues que vous voyez se propager dans la galaxie, si vous rentrez dedans, vous allez trouver des grands nuages moléculaires constitués de molécules et de grains de poussière qui sont les sites de nucléation des molécules. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, l'espace est tellement vide que pour que 2 atomes se rencontrent et fassent une molécule, c'est tellement improbable que ça se passe à la surface des grains de poussière qui sont ici. Et sur la surface des grains de poussière, les molécules se rencontrent et lorsqu'elles se forment, elles libèrent un petit peu d'énergie, pof, elles s'en vont. Et c'est ainsi que naissent des molécules de plus en plus complexes dans l'espace. À l'intérieur de cette nébuleuse de la Carène, qui est une vision en grand d'une partie que j'avais zoomée dans la couverture du livre sur laquelle je reviendrai, cette nébuleuse de la Carène est une pouponnière d'étoiles et on voit ici des cœurs préstellaires, c'est-à-dire les phases avant la naissance d'une étoile, enrobées de leur cocon de poussière. Les étoiles naissent dans des chrysalides, un peu comme les papillons, avant de détruire le chrysalide et de partir dans leur envol. Près de 5000 exoplanètes, au mois de mars 2022, on a estimé 5000 exoplanètes, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles ont été découvertes. On estime qu'il y a probablement de l'ordre de 10 milliards de planètes habitables, c'est-à-dire qui peuvent avoir de l'eau liquide à leur surface, rien que de notre galaxie. On estime qu'il y a environ 200 milliards de galaxies dans l'univers observable. Et donc, on rentre dans une ère maintenant complètement nouvelle où on va non seulement détecter des planètes, mais on va essayer de caractériser leur atmosphère pour voir s'il y a des molécules. Le télescope spatial James Webb va voir des molécules de méthane, d'ammoniac, d'eau,
et différentes transitions de l'eau qui permettent de plonger dans les différentes couches de l'atmosphère des exoplanètes, et ainsi non seulement voir si ces planètes ont des conditions physico-chimiques qui permettent éventuellement d'avoir de l'eau liquide à leur surface, mais voir si elles ont commencé à rentrer dans le cycle de la complexité. Et le Graal futur, c'est de voir la signature de la vie, et tout le monde sait que la signature de la vie, c'est le bordel. J'ai posé la question à tous mes collègues qui cherchent des signatures de la vie, et je leur ai dit, l'oxygène? Non, l'oxygène, on peut le faire autrement. L'ozone? Non, avec les volcans, on peut le faire. Le méthane? Non, 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 on peut le faire autrement. Mais alors quoi? Le bordel. C'est-à-dire, si vous brisez l'équilibre chimique dans l'atmosphère d'une exoplanète, c'est un signe qu'il y a des gens comme nous, enfin, qu'il y a de la vie. Voilà. Donc, on est en quête de bordel physico-chimique dans l'univers, c'est une science. ALMA, ici, a pu voir un système où on assiste à une étoile qui s'appelle une étoile de type T Tauri, qui est une étoile très jeune, entourée d'un disque de poussière interstellaire, et les anneaux noirs que vous voyez autour de l'étoile, c'est la signature de planètes qui sont en train de naître, qui collectent la poussière interstellaire et qui nettoient autour de leur passage. Et le zoom ici, ce petit anneau noir, il se trouve à 150 millions de kilomètres de son étoile. 150 millions de kilomètres, il faut 8 minutes pour le parcourir quand on va à la vitesse de la lumière, c'est la distance Terre-Soleil. Il est en train de naître, au moment où je vous parle, une planète Terre, et dont on est en train d'être les témoins directs. Si on attend environ 1 milliard d'années, au prochain festival de Florence, on saura s'il y a de la vie sur cette planète. Je pense que le festival de Florence est parti pour durer. Et ici, bien sûr, vous avez tous entendu parler des ondes gravitationnelles, la collision de trous noirs. Ça a relancé le débat sur l'origine de la fameuse matière noire, parce qu'on a trouvé des trous noirs d'environ 30 fois la masse du Soleil, dont on ne savait pas s'ils existaient, et dont on s'est rendu compte que si la matière noire, cette forme de matière qui ne fait pas de lumière, on n'est pas sûr qu'elle existe, mais on a des indices, était faite de trous noirs d'exactement 30 masses solaires, on ne les aurait pas vus, on n'aurait pas de moyen de les rejeter. Si vous mettez 10 masses solaires ou si vous mettez 50 masses solaires, vous pouvez le rejeter. 50 masses solaires, ça fait des effets de lentilles gravitationnelles qu'on aurait vues. 10 masses solaires, ça fait d'autres effets qui vont faire d'autres effets mécaniques. Et donc, en pratique, c'est tombé pile poil dessus. Donc, il y a eu une ribambelle de papier là-dessus. Bon, c'est un débat qui est encore ouvert. Et puis, plus récemment, vous avez vu l'image de l'ombre du trou noir Sagittarius A* de 4 millions de masses solaires au centre de la galaxie. Et ça nous conduit à des questions autour du rôle des trous noirs dans l'histoire de la lumière, dont je vais vous parler aussi. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. En particulier, on peut se demander, finalement, est-ce que les germes des galaxies dans le fond diffus sont suffisants pour former les galaxies telles qu'on les voit aujourd'hui? Je vous ai dit déjà que c'était des tailles très grosses ici, mais en plus, si vous laissez évoluer ces petites fluctuations-là sous l'effet de la gravité, la seule chose qui agit à distance dans l'univers, c'est la gravité, il n'y a pas une étoile, pas une galaxie qui se forme. En d'autres termes, si la matière noire n'existe pas, ce truc-là ne peut pas faire d'étoiles et de galaxies. Les germes des étoiles et des galaxies, dans le modèle actuel, c'est la matière noire. Si vous enlevez la matière noire, il faut changer toute la physique. Ce n'est pas un problème, on peut faire, mais ce n'est pas le plus simple. D'où vient la forme des galaxies, leurs ondes en spirale? Il y a des nouvelles découvertes qui ont été réalisées récemment. D'ailleurs, mon prochain livre qui sort le 26 octobre en parle, mais ce n'est pas le sujet. Pourquoi certaines galaxies cessent de former des étoiles? Vous avez des galaxies qui sont devenues stériles, qui arrêtent de former des étoiles, et on accuse les trous noirs. Alors, sous prétexte qu'un trou noir s'est discrètement installé au centre d'une galaxie, ça ne fait pas de lumière, ça ne dit rien, ça serait des tueurs de galaxies. Donc moi, je fais partie de l'association des défenseurs des trous noirs galactiques, qui considèrent que les trous noirs ne sont pas des tueurs de galaxies, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'on ne peut pas faire déplacer un nuage en tirant avec une balle de fusil dedans. C'est à peu près ça, c'est-à-dire que vous avez l'énergie, mais c'est trop calibré, c'est trop collimaté pour affecter le nuage. Un trou noir, ça fait des jets, ça ne peut pas affecter le nuage. Bon voilà, mais si vous voulez signer pour l'association, vous êtes bienvenus, les frais d'inscription sont modiques, en milliers de... On verra l'unité. Et maintenant, une autre question, comme je disais tout à l'heure, est-ce que la vie existe ailleurs dans l'univers? Et ça, c'est une des questions qui est encore loin d'être abordable aujourd'hui, mais sur laquelle on avance avec le James Webb. Alors, j'ai repris cette phrase qui a été écrite dans un livre scientifique de Georges Lemaître, que vous voyez ici à droite avec Albert Einstein, dans son article de 1949, L'hypothèse de l'atome primitif. Il reprend la phrase de Descartes, Mundus est fabula. Le monde est une histoire, le monde est une fable. Et il ajoute que chaque génération s'efforce d'améliorer. J'ai trouvé que cette phrase était magnifique. Et il y a quelques jours,
j'avais Hubert Reeves au téléphone, dont c'était l'anniversaire des 90 ans, et on parlait justement de cette histoire de lumière, et ça m'a beaucoup touché, le fait que lui a beaucoup a aimé, disons, cette histoire que je racontais sur la lumière. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il me disait c'est très important que les gens comprennent que quand on parle de l'univers, l'histoire qu'on raconte, ce n'est pas l'histoire de l'univers. On se moque de la galaxie Messier 74, c'est notre histoire. Et c'est un livre d'histoire dont on essaye d'améliorer le récit, mais c'est véritablement notre histoire. Et vraiment, ça m'a touché quand il m'a dit ça, parce qu'effectivement, c'était pour moi la motivation profonde dans le fait de partager la science avec le public, c'est d'essayer de voir qu'en fait, on n'est pas en train de parler d'un lointain espace dont on s'intéresse, auquel on s'intéresse parce que c'est joli d'un point de vue zoologique, c'est simplement les conditions telles qu'elles étaient dans le passé qui expliquent les origines de la vie, de la Terre, du système solaire, etc. Et de se placer dans cette situation-là pour resituer des problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui, par exemple le réchauffement climatique. Alors, maintenant, pour aller au cœur de la question qui est au cœur de l'ouvrage, je reprends cette citation de François Tcheng dans ses 5 méditations sur la beauté. Il dit « Pour peu qu'on y songe, on ne manque pas d'être frappé d'étonnement. L'univers n'est pas obligé d'être beau, et pourtant il est beau. » Alors, je suis un peu gêné de citer ça, parce que ce n'est pas du tout scientifique. L'univers n'est pas obligé, beau, etc., c'est subjectif. Etc. Mais comme c'est quelqu'un d'autre qui le dit, du coup, je m'en sors comme ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi je reprends cette citation? Parce que ce qu'il appelle la beauté, c'est le fait qu'il existe des formes complexes, singulières, qui ne sont pas toutes les mêmes. Et la question, c'est de savoir comment un Big Bang, il y a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années, une explosion, a pu engendrer des formes structurées. Dans un monde où les lois de la physique, comme on va le rappeler, sont censées nous conduire vers plus de désordre. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe apparent, bien entendu, et c'est ça la clé de voûte du sujet. Alors bien sûr, il a ajouté directement dans son livre, en ces temps de misère omniprésente, de violence aveugle, de catastrophes naturelles ou écologiques, parler de la beauté pourra paraître incongru, inconvenant, voire provocateur, presque un scandale. Donc voilà, il y a effectivement une question qui est incongrue, qui est de savoir pourquoi l'univers est-il beau, et c'est d'autant plus incongru que lorsque on parle de toutes les découvertes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui marque le plus les gens, et même les scientifiques, c'est la beauté des images de l'univers comme celle-ci. Sauf que ces images sont des faux. Cette image est un faux parce que les couleurs sont fausses, le zoom est faux, la matière, à l'endroit où elle est le plus dense, elle est 10 millions de milliards de fois moins dense que l'air qui est dans cette pièce, elle est 30 000 fois moins dense que l'ultravide qu'on peut réaliser sur Terre. Ce n'est pas une montagne. Si vous étiez sur place, si on était un vaisseau spatial et qu'on allait sur place, on ne verrait pas ces couleurs qui sont artificielles, qui sont faites avec des choix de palettes de couleurs. Et l'historienne de l'art, Elisabeth Kessler, s'est rendue compte que c'était la même palette de couleurs que les peintres du 19e siècle qui peignaient le Grand Ouest américain et qu'ils retrouvaient ici. Donc, elle s'est rendue compte que les artistes astronomes qui font partie du Hubble Heritage Project, qui ont créé ce type d'image, sont complètement devenus des artistes véritablement et qui reproduisent ce qu'ils ont vu dans leur culture. Néanmoins, c'est un faux informatif. Parce que lorsqu'on voit ces couleurs, nous, on sait que le vert ici, c'est l'arrêt H-bêta, l'hydrogène 4800 angstrom, qui est, en gros, c'est de l'hydrogène qui a été ionisé, que l'arrêt rouge, ça va être l'arrêt rouge et l'arrêt bleu, ça va être l'arrêt rouge c'est le soufre et l'arrêt bleu c'est l'oxygène. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce aux couleurs, on est capable de savoir à quel endroit dans cette image sont en train de naître des étoiles. On est capable de voir qu'il y a de l'érosion qui est faite ici par des étoiles qui surplombent la montagne ici et qui font de l'érosion sur ces régions-là. Les régions les plus denses vont survivre, qu'il y a des cœurs préstellaires là-dedans et que ce truc-là va vivre un certain temps, que les étoiles vont vivre quelques millions d'années, etc. En d'autres termes, grâce aux couleurs, on voit un film. Donc ça c'est vraiment intéressant. Par contre, si je vous le montre dans ce sens-là, vous n'avez plus du tout la notion de sublime. Comme le disait Kant, le sublime, c'est la beauté sublime, c'est quelque chose qui va vous conduire à élever l'âme, à élever la raison, à vous faire vous dépasser, comme une église, une cascade, une montagne. Les astronomes ici ont choisi de montrer ça dans un angle qui vous donne envie d'avoir une forme d'élévation, et ils l'ont appelé la montagne mystique. Donc on voit qu'on est dans un choix qui est totalement subjectif. Alors maintenant, comme je le disais, néanmoins, on voit ici une région où naissent de nouvelles étoiles. Alors, les étoiles naissent au moment où je vous parle, donc dans l'univers, ça continue, des étoiles, les systèmes solaires, au rythme de 9474 étoiles par seconde dans l'univers observable. Alors, je sais qu'il y a certains qui vont dire,
Moi, je croyais que c'était 9472. On n'est pas à une étoile ou deux près. Le chiffre que je vous donne là, en fait, c'est le chiffre qui est une traduction du chiffre que nous on utilise, qui est 0,015 masses solaires par an par mégaparsec cube, ou 1 parsec, ça vaut 3,248 années-lumière. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres, etc. Et que la masse typique d'une étoile, c'est 0,57 fois la masse du Soleil. On oublie 10 000 étoiles par seconde dans l'univers observable. Donc ça veut dire que l'univers continue de donner naissance à des étoiles. Vous avez remarqué une chose ici, c'est qu'on est au centre de l'univers. Vous avez le monde connu, alors l'oikoumene, les Grecs appelaient l'oikoumene le monde qu'ils avaient pu explorer, et puis en latin on parlait de terra incognita, la partie qu'on n'avait pas connue. Je voudrais juste faire un petit clin d'œil sur le fait qu'en fait, en 1543, lorsque Copernic a dit qu'on n'était pas au centre du monde, on croit que depuis cette époque-là, la révolution copernicienne, on a quitté le centre du monde. En réalité, on est au centre du monde sur toute l'histoire de l'humanité, à part 2-3 petits moments. Au début, on était, au moment de la préhistoire, au centre du village, ou de quelques dizaines ou centaines de kilomètres, la région qu'on connaissait, et puis il y avait le totem, l'arbre au centre du village. C'était, on pourrait appeler ça le lococentrisme. On était, voilà. Puis, à l'Antiquité, il y a eu le géocentrisme. La Terre était au centre du monde. Avec Copernic, à la Renaissance, on a été délogé du centre du monde, c'est l'héliocentrisme. En rouge, c'est un moment où on n'est plus au centre du monde. Mais très rapidement, quand on a commencé à explorer la galaxie, on s'est rendu compte qu'on était au centre de la galaxie. En réalité, c'était un effet artificiel qui venait du fait qu'il y avait de la poussière interstellaire qui absorbait la lumière d'autant plus loin, des sources d'autant plus loin que de nous. Et donc, c'était un peu comme si on éclairait avec une lampe torche autour de nous lorsqu'on est dans de la brume. Et donc, on avait l'illusion d'être au centre de la galaxie. Néanmoins, on était encore au centre du monde. Alors ensuite, il y a eu une phase de galactocentrisme où il y avait un centre de la Voie lactée qui était l'ensemble de l'univers. En 1915, lorsqu'Einstein écrit sa théorie de la relativité générale, l'univers tout entier, c'est la Voie lactée, rien de plus. Il ne connaissait pas le reste de l'univers. Et puis on a été décalé. Mais très vite, à partir du moment où on a découvert l'expansion de l'univers, on s'est retrouvé au centre de fuite des galaxies. Donc on est dans une forme de dynamocentrisme dans les années 20, les années folles. Et ensuite, on a découvert l'horizon cosmologique. Alors, on est dans l'orocentrisme. On est au centre de l'horizon cosmologique. Dans tous les cas de figure, on est au centre virtuel, d'accord, mais on n'a jamais quitté la place au centre du monde. À part dans cette vision qui reste encore débattue, qui serait une vision acentriste du multivers, où il y aurait plein d'univers, etc., mais qui reste encore débattue. Et si on regarde maintenant l'évolution des dimensions de cet horizon cosmologique au centre duquel on se trouve, on s'aperçoit qu'elle suit une croissance exponentielle, et donc on a vécu nous-mêmes, dans notre culture, une croissance de la taille de l'univers intellectuelle, et on a vécu un Big Bang intellectuel de l'univers, où l'univers a grandi comme ça, et donc là je vous donne les tailles de l'univers à toutes les époques, voilà. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste que pour que vous sachiez qu'il y a aussi une histoire culturelle de l'univers, et on ne peut pas séparer ce que l'on dit de l'univers de ce que l'on est, parce que ce que l'on dit de l'univers reflète notre culture du moment. Pas seulement dans les couleurs qu'on choisit quand on définit l'image belle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais à tout moment, on utilise seulement ce que l'on sait, et ça va conditionner ce que l'on voit. Et si on sait que le monde va vers plus de désordre, on voit du désordre ou pas, et c'est ça que je vais en particulier discuter. Je voudrais juste faire un zoom sur un chercheur qui est à l'origine de la compréhension que l'univers avait une histoire, mais qui a été oublié des livres d'histoire. Et pour ça, je voudrais introduire cet objet qui est à l'origine du Big Bang. Avez-vous déjà vu cet objet, et d'après vous, à quoi il sert? Ce truc bizarre, c'est l'objet qui a permis de mesurer le fait que l'univers est en expansion. On a oublié l'objet, on a oublié le lieu, on a oublié le bonhomme, on a tout oublié. Et ceux qui ont utilisé les informations qui sont issues de cet objet-là ne l'ont jamais cité. Alors, cet objet a été utilisé par un homme qui s'appelle Vesto Slipher au début des années 1910, 1913, 14. Il a publié un premier papier en 1917. Et voilà ce qu'il a fait. Il mettait un spectre d'une étoile, la décomposition spectrale d'une étoile, donc la lumière qui est blanche, qui est décomposée en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez les deux petits trous ici? C'est du calcium. Alors pourquoi on aime bien le calcium en astronomie? C'est parce que le calcium absorbe la lumière des étoiles dans deux transitions qui sont très proches. Donc quand vous voyez ces petits créneaux, deux petits créneaux avec une distance bien caractéristique, pour les spécialistes à 3933 et 3968 angstroms, un angstrom c'est 10-10 mètres, oubliez,
quand vous voyez ces deux petits traits, vous savez que c'est du calcium. Or, si vous le voyez ici, alors qu'il devrait être 3933, mais qu'il n'est pas à 3933, il est à 3942, c'est qu'il a été décalé vers le rouge. Alors, ce que faisait Vesto-Slipher, c'est qu'il mesurait le spectre des étoiles, comme ça, et il faisait tourner sa petite bonnette, et puis jusqu'à ce que les raies du calcium retrouvent une étoile dont il connaissait la vitesse, et puis s'il y avait un décalage de temps, il savait que l'autre se déplaçait. Alors si c'était décalé vers le rouge, ça se déplaçait en s'éloignant de nous, si c'était décalé vers le bleu, ça se rapprochait de nous. Et là, voilà ce qui lui est arrivé. Et là, je voudrais juste que vous vous mettiez à la place de Vesto-Slipher. On est dans les années 1910, il est à l'observatoire Lowell. Percival Lowell était le patron de cet observatoire, et quand il s'est demandé comment je vais appeler l'observatoire, il a dit Lowell. Donc c'était quelqu'un qui avait quand même pas mal d'imagination, et il a dit à Vesto-Slipher, écoute mec, dans l'univers il y a des nébuleuses, ça doit être des systèmes en formation, étudie-les. Seulement le télescope, plus il est grand, plus il a du mal à voir de l'émission diffuse. Plus il voit de l'émission très concentrée. C'est pour ça que le James Webb voit des tout petits points. C'est une des difficultés en astronomie, c'est qu'on a beaucoup plus de mal à voir une étoile relativement diffuse près de nous que des étoiles aux confins de l'univers. On découvre encore aujourd'hui des galaxies tout près de nous. Bon. Donc il a modifié la focale du télescope, il a fait tout un tas de travail pour que son télescope puisse décomposer la lumière de ces nébuleuses. Maintenant, mettez-vous à sa place. Vous êtes assis dans un trou paumé qui s'appelle Flagstaff. C'est un trou paumé parce que le lieu de cette ville, c'est un poteau avec un drapeau. C'est ça que ça veut dire Flagstaff. Il y a tellement rien dans cette ville qu'on a nommé la ville du poteau avec un drapeau. Donc là, vous avez compris où vous êtes. Pas de pollution lumineuse. Il est assis sur sa chaise. Je limite, mais... Et puis il est avec son truc et il tourne. Et d'habitude, il fait ça avec des étoiles. Et typiquement, quand il tourne sa vis, c'est 3, 4, 5 mm. Ça fait à peu près 30 degrés. Il tourne un angle de 30 degrés. 30 degrés. Même pas un quart de tour. Et puis, ça ramène les virées du calcium. Maintenant, il pointe sur une nébuleuse. 30 degrés, 40 degrés, 180, 360, il fait 7 tours. 7 tours de vis. Donc, sa main lui dit qu'il y a un blême. Sa main lui dit qu'il y a un bug. Sa main lui dit, l'univers fout le camp, toutes les galaxies se déplacent à plus de 500 km par seconde, alors que les étoiles, c'est plutôt 15-20 km par seconde. Ce que tu es en train de voir là, ce n'est pas des systèmes solaires, c'est l'expansion de l'univers. Face à ça, Vesto-Slipher a peur. Il écrit, ça c'est une phrase qu'il écrit dans son article, les nébuleuses sont en train de se retirer à une vitesse de près de 500 km par seconde. C'est-à-dire, au moment où je vous parle, elles se tirent. Attendez, il n'en reste plus. Si jamais elles étaient dans la Voie lactée un jour, un lundi, le mercredi, elles n'y étaient plus. Donc déjà, il dit, elles sont extragalactiques. On est en 1917, dans vos livres d'histoire, ça c'est 1924 Hubble, alors que c'est lui qui l'a vu. Ensuite, il dit, un peu plus tard, une explication provisoire de la prépondérance des vitesses positives sera proposée. Un peu plus tard. En fait, l'article n'est jamais venu, et on a complètement oublié le bonhomme. Ce bonhomme... Voilà ce qu'il a vu, la différence entre 5 et 14 cm. En 1927, maintenant on retourne dans nos livres d'histoire, vous allez voir ce qui s'est passé. En 1927, quelqu'un qui s'appelle Georges Lemaître, qui est le découvreur du Big Bang, écrit un article dans lequel il résout les équations d'Einstein et il s'aperçoit que l'univers pourrait être en contraction ou en expansion, mais qu'il est en expansion à une vitesse d'environ 570 km par seconde, et qu'il tient, alors selon sa note, il a une note qui n'était pas traduite en anglais, qui était en français, je ne rentre pas dans ce débat-là, on pourra en discuter si vous voulez, mais il cite un bonhomme qui s'appelle Stromberg. Il dit voilà, il y a des vitesses qui ont été mesurées par Stromberg. Maintenant, si vous allez voir l'article de Stromberg, qui cite que Lemaître utilise pour mesurer le Big Bang, voici le tableau de Stromberg, 1925. Voici toutes les nébuleuses pour lesquelles des vitesses ont été mesurées, et ici, le nom de la colonne, c'est Slipher. C'est celui qui a mesuré les vitesses, 1917, c'est-à-dire, et il avait commencé en 1913, donc ça veut dire 10 ans avant. Donc, Lemaître cite Stromberg, mais le vrai qui a mesuré tout, c'est Slipher. Vous voyez ici, et les autres, c'est quasiment des revalidations, à part une ou deux galaxies. Edwin Hubble, celui dont on dit qu'il a mesuré l'expansion de l'univers,
Voici son papier de 1929, voici toutes les nébuleuses d'Edwin Hubble. Quand j'ai mis un S, c'est qu'il a piqué les valeurs de Slipher. La galaxie NGC 1700 est la seule galaxie du tableau de Hubble qui ne vient pas de Slipher. Il n'y a pas de citation à Slipher dans l'article de Hubble. Aujourd'hui, je pense qu'on retirerait l'article. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait un super travail, il a mesuré des distances avec des céphéides, ça a permis d'aider, bon, mais Slipher a été oublié des livres d'histoire. Voilà, je voulais juste dire ce mot. Alors, maintenant, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'assez amusant. Vous savez que le jour de Noël, par des coïncidences du calendrier technique, etc., le jour de Noël, le 25 décembre 2021, le James Webb Space Telescope a été lancé. Il a réalisé l'image la plus profonde de l'univers, où on va jusqu'aux confins de l'univers. La précédente image qui a lancé cette course-là a été réalisée le 25 décembre 1995 par Bob Williams, le directeur du Space Telescope, il y a toute une histoire, je n'entrerai pas, mais c'est aussi le jour de Noël. Entre les deux, le télescope spatial Hubble a dysfonctionné, il ne fonctionnait plus. On a envoyé donc la navette spatiale américaine. Et Jean-François Clairvoy, l'astronaute français qui faisait partie de la mission et qui était en charge, en particulier du bras mécanique pour relâcher le satellite, m'a dit, à une occasion où on s'est rencontrés, qu'il a relâché le satellite Hubble, le télescope spatial Hubble, le 25 décembre 1999. À chaque fois, c'était le jour de Noël. Donc voilà, on est face à un véritable cadeau de Noël. C'est un livre d'histoire dont toutes les pages ont été recroquevillées en une seule, toutes les lettres ont été mélangées, et tout le travail des astrophysiciens, c'est d'essayer de décoder ce livre pour remonter l'histoire de l'univers et essayer de comprendre comment, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, l'univers s'est structuré. Y a-t-il un sens? Cette question qui est incongrue, comme disait François Cheng, pourquoi l'univers est-il beau? Y a-t-il un sens? Mais lorsque l'eau coule du haut vers le bas, ça ne nous pose pas de problème de dire qu'il y a un sens, du haut vers le bas. C'est cette question-là que je me pose. Y a-t-il une direction, une propension? Non pas une intention, mais une propension. C'est ça la question qu'on va se poser. Reprenons cette image de l'univers profond du télescope spatial James Webb. Vous avez au premier plan des étoiles. Et donc vous voyez les scintillations ici qui viennent de la forme hexagonale des miroirs. Deuxième plan, vous avez des galaxies blanches, qui sont des galaxies dont la lumière a mis environ 4,6 milliards d'années à nous arriver. C'est un amas de galaxies qui va servir de lentille pour voir mieux derrière. Je vous ferai remarquer quelque chose. Si je zoome dessus, vous voyez quelque chose de très bizarre ici. De la lumière qui n'est pas associée à des galaxies. Je vais zoomer encore un cran, et vous voyez des petits points dedans. Ce sont des étoiles et des amas globulaires d'étoiles intergalactiques qui ont été arrachés des galaxies, qu'on voit avec une netteté qu'on n'a jamais vue avant. Cette image est discutée par tout le monde pour parler des confins de l'univers. Moi, ce qui m'a le plus troublé et ému, c'est le fait qu'on est en train de voir la signature de ce qu'on appelle le harcèlement galactique, c'est-à-dire que lorsque des galaxies sont face à une horde d'autres galaxies, elles sont déchiquetées. Et leur matière est libérée dans l'espace intergalactique. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans cette image du quintet de Stéphane, où on voit de la matière qui est éjectée, ici une galaxie naine qui est en train de naître dans la queue de marée, ici de la matière qui est choquée, qui donne naissance à de nouvelles molécules, etc., et qui va laisser ce genre d'étoiles ici. Maintenant, on voit à un autre plan des galaxies qui apparaissent en orange, qui sont un peu plus rouges, donc orange, et qui sont complètement déformées par la masse qui est en avant-plan. On est à peu près à 10 milliards d'années dans le passé, c'est ce qu'on appelle l'antigravitationnel. Cette galaxie-là et celle-là, c'est la même. C'est la même, mais complètement, c'est des images fantômes du fait qu'il y a de la masse en avant-plan ici de cet amas de galaxies. Et puis arrive le Graal pour tous les astrophysiciens en ce moment qui sont en train de travailler sur ces images, celui qui va trouver la première galaxie de l'univers, ou en tout cas un analogue ou une des plus anciennes galaxies de l'univers, c'est-à-dire celle qui est née juste après le Big Bang. Moins 13 milliards d'années, moins 13,1, moins 12,6, tous ces petits points rouges. Le point que je voudrais souligner ici, c'est le suivant. Ces galaxies lointaines sont toutes petites. On pourrait penser qu'elles sont toutes petites parce qu'elles sont loin. Là, vous me voyez ici, vous avez l'impression que je suis gros. Mais je ne suis pas gros. Et tout ça, c'est des effets d'illusion. Une fois que vous le savez, c'est bon. Je dis ça à ma femme tous les jours, et un jour, elle le croira. Mais n'empêche que pour l'instant, vous me croyez que je suis gros. Si maintenant, je me mets à 50 mètres plus loin, vous me verrez plus petit. Et si je me mets à 100 mètres plus loin, vous verrez de plus en plus petit. Donc vous devez vous dire que lorsque je regarde une galaxie lointaine dans l'univers, même si elle est grosse comme David Elbaz, si jamais elle était loin, elle m'apparaîtrait petite. Ça serait logique. Mais c'est faux. Pourquoi?
Parce que plus loin en question, lorsque la lumière s'en va d'une galaxie qui est lointaine, elle part d'un univers qui est tout compact. Et l'univers a subi une expansion. Et le fait qu'il y ait une expansion de l'univers, ça veut dire que quand je regarde loin dans l'espace, le fait que les objets devraient devenir plus petits est contrebalancé par l'expansion de l'univers. Alors je vous ai fait la courbe pour que vous le compreniez. Voici une galaxie qui a... voici une courbe qui vous montre une galaxie. Si elle se trouve... Voici la galaxie... cette galaxie a toujours la même taille apparente pour vous. Bon, imaginons qu'elle fasse la taille de votre pouce à bout de bras, par exemple, ou la taille de votre petit doigt, vous mettez comme ça. Donc, chacun de ces objets-là, ça a la même taille sur la voûte céleste, d'accord ? Si elle est près, effectivement, elle est petite, et pour qu'elle ait la même taille en étant un peu plus loin, il faut qu'elle soit plus grosse, pour qu'elle ait la même taille. Mais au bout d'un moment, quand on arrive à peu près 6 milliards d'années dans le passé, que vous soyez à 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards dans le passé, et donc là, l'âge de l'univers était 6, 4, etc., vous voyez que si vous allez beaucoup plus loin dans l'univers, la galaxie a à peu près la même taille. Ça veut dire que cet effet d'expansion de l'univers contrebalance ça. Alors pourquoi je vous dis ça, qui est un peu technique ? C'est pour vous dire que les galaxies qu'on voit loin dans l'univers, qui sont en apparence petites, sont intrinsèquement petites, et c'est la plus belle preuve du Big Bang. Certains collègues, des fois, se disent « Ah, mais est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il y a eu un Big Bang ?» Ça, c'est la preuve définitive. C'est-à-dire que les galaxies dans l'univers lointain, elles sont toutes petites, elles n'ont rien à voir avec les galaxies d'aujourd'hui, elles sont intrinsèquement minuscules, elles sont toutes petites. Ce sont des bébés galaxies, un peu comme ce fœtus de galaxie, la seule pour laquelle on a mesuré un décalage spectral avec un spectre, qui est la galaxie GN-Z11, parce que nous aussi, astrophysiciens, on est poètes, et GN-Z11, c'est son nom. Voilà. Et 350 millions d'années après le Big Bang. Alors maintenant, j'en arrive à la question au cœur de mon histoire. C'est comment l'univers est-il devenu beau, avec des formes complexes, etc. Si on répond à la question de François Cheng. Et pourquoi c'est une question ? C'est une question parce que dans l'univers, on est censé répondre aux lois de la physique. Et ce que vous dit la physique, c'est que vous avez de l'énergie, ça c'est votre compte en banque qui vous permet de faire des choses, et vous avez de l'entropie, c'est ce qui vous dit comment le monde se transforme. Et comment le monde se transforme-t-il ? D'après ce How Stuff Works, comment les choses fonctionnent, qui vous explique la physique, l'entropie décrit comment le désordre s'installe dans un système aussi vaste que l'univers. L'univers, c'est un monde dans lequel le désordre s'installe. L'encyclopédie Britannica, l'idée, vous n'abusez pas d'avoir l'idée, qu'un système ne peut pas devenir spontanément mieux ordonné, l'entropie, c'est l'idée qu'un système ne peut pas devenir spontanément mieux ordonné. Qu'est-ce que ça veut dire spontanément ? Ça veut dire qu'il y a naturellement, le monde ne peut pas s'ordonner spontanément, s'il n'y a pas quelqu'un qui agit. D'accord ? Vous vous retrouvez avec ça, avec un bouquin qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve, où les types disent « c'est bon, j'ai compris, c'est Dieu ». Je ne dis pas qu'il faut croire ou ne pas croire, mais si vous lisez l'encyclopédie Britannica, il n'y a pas d'alternative. Puisque ça ne peut pas se faire spontanément, et puisque l'univers a fait les atomes, les molécules, la poussière, les étoiles, le système solaire, la vie, si nous sommes là, c'est la preuve que ça ne s'est pas fait spontanément, puisque le monde va avoir plus de désordre. Et donc, on est dans la situation qu'en physique on appelle, on est dans la merde. Alors, la question est la suivante. J'ai oublié de citer l'autre en dessous. Paris Sciences Lettres, l'entropie, le principe de désordre. L'entropie, c'est un principe de désordre. Voilà. Donc, c'est par principe. D'accord. Donc, on se retrouve devant deux possibilités. Une cosmogonie de type 1, celle des Grecs, où on parle d'une évolution du chaos vers le cosmos, l'organisation du monde. Mais là, vous avez les dieux qui interviennent. Et puis, la cosmogonie de la physique de laboratoire, qui vous dit que le monde va de l'ordre au désordre, parce que l'entropie augmente, et que l'entropie, c'est le désordre. Normalement, si vous avez suivi jusque-là, vous devriez être mal. Donc j'espère que vous êtes mal. Et maintenant, je vais essayer de vous dire comment on peut réconcilier tout ça. Et j'ai honte de la réponse que je vais vous donner, parce que la réponse, à mon avis, elle est dans le livre, dans l'article de mars 1905 d'Albert Einstein.
c'est le premier des 4 articles qui ont rendu fameux Albert Einstein, le premier qui avait déjà la réponse à toutes ces questions, et qu'on a peut-être mal lu, je ne sais pas. Que dit Albert Einstein? Il est confronté à un problème, c'est ce qu'on appelle le problème du corps noir. Si vous chauffez de la matière à une certaine température, elle rayonne, et quand vous faites le calcul, en supposant que la lumière est une onde, vous trouvez que l'énergie qui va être révélée est infinie. C'est le problème du corps noir, je ne rentre pas trop dans les détails. Et il aborde ce problème-là dans cet article sur la création et la conversion de la lumière. Donc je vous rappelle que l'énergie, c'est ce qui vous permet de réaliser une action. Si vous avez beaucoup d'argent dans votre compte en banque, vous pouvez aller plus souvent au restaurant que si vous avez moins d'argent. Je pense souvent à des exemples qui sont liés à la nourriture, mais c'est anecdotique. Maintenant, l'entropie. L'entropie, en grec, c'est l'action de transformation. C'est ce qui va transformer quelque chose. Ça indique dans quel sens, qu'est-ce que vous allez faire avec votre pognon. Quelqu'un qui aime les belles voitures, s'il a beaucoup de pognon, il va s'acheter une belle voiture. C'est ça son entropie. Bon, voilà. C'est un mot qui a été inventé en 1850 par Clausius. Je vais être un tout petit peu technique, mais après je vais essayer de le dire de façon pas technique, mais je veux quand même le dire. Ce que montre Einstein, c'est lorsqu'on calcule ρ nu ici, c'est la quantité d'énergie que vous avez qui est associée à une fréquence de la lumière. Et puis si vous faites ce signe-là, l'intégrale, c'est vous prenez toutes les fréquences possibles de la lumière. Et vous vous aboutissez à ce signe-là, et je vous passe les détails de là, ce signe-là qui est l'infini. En gros, ça montre qu'on a un problème, c'est que l'énergie d'un objet qui est chauffé est infinie. Ça, c'est un problème, d'accord? Alors comment Einstein résout ça? Il se dit, bon, l'énergie, c'est un problème, mais ce qui m'intéresse, c'est comment ça se transforme. Il se pose la question, quelle est l'entropie du rayonnement d'un corps chauffé? Je prends un couteau, je le chauffe avec mon briquet, il rayonne de la lumière. Quelle est l'entropie qui va me définir dans le sens de l'évolution? Il calcule l'entropie du rayonnement avec les lois, ce qu'on appelle les lois de la thermodynamique, qui vous disent comment changent les températures, la chaleur, l'échange de chaleur, etc. Dans cette vision de la thermodynamique, on ne parle pas de lumière, on parle de chaleur. Et la chaleur, c'est une vision dégradée de la lumière dans laquelle c'est une forme d'énergie inutile, qu'on évacue. Et vous allez voir comment Einstein va redorer le blason de ce qu'on appelait la chaleur en donnant une noblesse à la lumière et qui va être le cœur du truc. Donc c'est ce petit point sur lequel je voudrais insister parce que pour moi, là, tout est là. J'aurais tellement aimé vous dire que j'ai eu une idée, mais c'est juste que c'était dans l'article de mars 1905 d'Einstein. Et vous avez ici E, c'est l'énergie, nu, c'est la fréquence, et pour ceux qui connaissent un petit peu la physique, l'énergie de la lumière, d'une particule de lumière, c'est une constante fois sa fréquence. Et donc E sur nu, si vous avez, ça va être le nombre de photons. Et ça, c'est le volume. Maintenant, il se dit, oubliez ce que je viens de dire, mais il fait un calcul d'entropie thermodynamique, il aboutit à cette formule. Et après, il dit maintenant, je mets ça de côté, je passe à la section suivante, je vais calculer l'entropie des molécules de l'objet qui rayonne. Et il calcule, l'entropie c'est S, on utilise S, ce terme S, et S moins S0, c'est comment l'entropie change. Et elle change avec ce LNW, c'est la formule de Boltzmann qui est très connue, qui est écrite sur sa tombe, et qui peut se résumer avec un processus physique que tout le monde a déjà vécu dans sa cuisine. Vous prenez un verre, vous avez un peu de savon sur les doigts, il glisse, il casse. Spontanément, comme le disait tout à l'heure How Stuff Works, les verres cassent. Mais c'est rare que spontanément des morceaux de verre se mettent ensemble. Donc l'idée ici, c'est que lorsqu'un verre se casse, les morceaux vont se distribuer de manière aléatoire. Ils ne vont pas écrire, ils ne vont pas dessiner un cœur, ils ne vont pas dessiner une pomme, ils ne vont pas dessiner un nounours. Ils vont être distribués de manière aléatoire. Pourquoi? Parce que le nombre d'arrangements possibles des morceaux de verre par terre aléatoires est beaucoup plus grand que le nombre d'arrangements possibles des morceaux de verre qui dessinent un nounours. Et c'est ça qu'écrit ce W. W, c'est le nombre d'arrangements possibles des morceaux de verre. Plus ce nombre est grand, plus vous allez tendre vers cet état-là. Et effectivement, quand on ne considère que la matière, c'est ce qu'on appelle du désordre. Et là, voilà ce que fait Einstein. Il dit, mais c'est marrant parce que ces deux trucs-là, finalement, mesurent plus ou moins la même chose. Et ici, il y a un N qui est un nombre d'atomes ou de molécules. Et puis ici, c'est le rayonnement de la lumière. Et puis il y a ce E sur nu, puis il y a le logarithme dans les deux cas. Il dit, ces deux trucs-là, ça doit être la même formule. Et donc, il fait l'analogie entre les deux.
et il en déduit que la lumière est constituée d'un nombre de grains, comme la matière est constituée d'un nombre de grains. Et que la lumière, c'est de l'énergie et qu'elle peut s'égrener. L'énergie peut s'égrener comme la matière. On sait tous que la matière peut s'égrener avec des atomes. Einstein en déduit que l'énergie peut s'égrener avec des particules de lumière, qu'on appellera des photons plus tard. Ce que je vous dis là, pourquoi j'ai honte d'en parler maintenant? Parce que c'est de la physique de base que tout le monde connaît, même si la relativité, l'effet photoélectrique qui est lié à ça, enfin, toute cette physique-là est peut-être un peu compliquée, la thermodynamique, l'entropie, mais ce que je vous dis là, c'est quelque chose de très simple, mais sauf que Einstein, ici, ajoute cette phrase, qui est pour moi très importante. Je montrerai dans un autre article que pour les phénomènes thermiques, c'est-à-dire un rayonnement, il est tout à fait suffisant d'utiliser ce qu'on appelle la probabilité statistique, c'est-à-dire le nombre d'arrangements possibles des morceaux, et j'espère ainsi supprimer une difficulté logique qui entrave l'application cohérente du principe de Boltzmann, c'est le principe avec lequel on calcule les morceaux là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va écrire un autre article dans lequel il va traiter la lumière comme un ensemble de particules et qui vont permettre de calculer comment va évoluer le monde en fonction du nombre de particules. Alors, cette phrase, elle me rappelle celle de Slipher qui dit « Un peu plus tard, une tentative d'explication de la prépondérance des vitesses positives sera suggérée. » Dans les deux cas, on sent qu'il y a un truc important, mais qui n'est pas été jusqu'au bout. Alors, je résume maintenant de manière simple ce que je viens de dire. Comme la matière, l'énergie s'égrène. Le temps s'écoule dans un sens, celui où les verres se cassent et ne se reconstituent pas spontanément. L'énergie s'égrène. D'accord? Elle s'égrène. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est dans quel sens elle s'égrène. Si vous avez deux chemins possibles, la nature choisira toujours celui qui facilite le plus grand égrenage et la distribution aléatoire de plein de petits morceaux. Et ça veut dire deux choses. Que la lumière dans l'histoire de l'univers se multiplie et que l'histoire de l'univers, c'est une multiplication du nombre de photons, un épluchage de l'énergie en photons, et c'est une structuration de la matière, parce que plus la matière est structurée, plus elle est efficace à faire de la lumière. Et donc toutes ces histoires d'un monde qui tend vers toujours plus de désordre, c'est efficace pour devenir déprimé, pour ne pas vouloir faire de physique, pour croire que c'est la fin du monde, mais c'est faux. On n'est pas dans une cosmologie de type 2, on est dans une cosmologie de type 1. Et le fait que le Big Bang était un moment d'entropie énorme ne contredit pas le fait que l'entropie augmente, dès lors qu'on constate que toute l'histoire de l'univers est une histoire d'égrenage de l'énergie en nombre de photons. Le Big Bang se produit, arrive le proton et l'électron. Lorsqu'un électron passe à côté d'un proton, l'énergie du mouvement engendré par le Big Bang se transforme en grain d'énergie, la lumière. Arrive un atome, lorsqu'il se recombine 380 000 ans après le Big Bang. Si vous avez un atome et vous tapez dessus, l'électron prend de l'énergie, et quand il redescend, il vous fait toute la gamme des particules de lumière, et il devient une machine plus efficace à convertir l'énergie en grains de lumière qu'était la particule isolée. Tiens, vous pourriez me dire, mais attendez, vous n'avez pas parlé du neutron. Le neutron n'ayant pas de charge électrique, il ne peut pas faire de lumière. Un neutron, vous le laissez seul dans la nature, il se désintègre en 15 minutes. Il devient un proton, un électron, un neutrino. C'est-à-dire qu'il répond à cette propension naturelle de l'univers à être une machine à faire de manière efficace de l'entropie sous la forme de grains de lumière. Vous prenez une molécule, les molécules de dioxyde de carbone par exemple, ou de monoxyde de carbone, pardon, qui sont celles que nous, on étudie parce qu'il y a une différence de charge électrique entre les deux. Quand elles vibrent ou quand elles tournent, elles font un rayonnement à une longueur d'onde très très précise. Et bien, lorsqu'elles sont cognées par des molécules d'hydrogène, elles vibrent et elles rayonnent de la lumière. Ce qui se passe quand on voit la nébuleuse de la Carène, c'est que toute l'agitation de la matière est libérée sous la forme de lumière par tous ces processus physiques. Et un grain de poussière, lorsqu'il reçoit une particule de lumière d'une étoile, il en fait 300 dans l'infrarouge lointain. L'énergie est la même, mais le nombre de photons a augmenté. Il n'y a aucun changement d'énergie, mais par contre, il y a un changement d'entropie majeur. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez pris une balle de fusil et vous l'avez transformée en 300 plumes. Si ce n'était pas le cas, si les grains de poussière n'étaient pas des machines à entropie, c'est-à-dire à égrenage de l'énergie, les balles de fusil, que sont les photons ultraviolets rayonnés par les étoiles massives, détruiraient les nuages dans lesquels naissent les étoiles et il n'y aurait plus de naissance d'étoiles. C'est ce qu'on appelle la photoionisation, c'est des processus qui sont très violents, il n'y a pas seulement l'érosion, et c'est les grains de poussière qui permettent de
dégrainer l'énergie, de les transformer en plumes. Donc toute l'histoire de l'univers est une histoire de verre qui se casse et d'énergie qui se libère, avec toute une palette de notes musicales, de molécules qui vibrent à différentes fréquences, qui vont donner des photons de toutes les longueurs d'onde possibles, et nous autres, lorsqu'on les capte avec nos télescopes, on reconnaît telle ou telle molécule. L'histoire de l'univers se résume donc à une histoire d'égrenage de l'énergie, d'augmentation de l'entropie, avec une croissance continue de la structuration de l'univers. Alors vous allez me dire, et nous dans tout ça? Eh bien, si je compare le Soleil avec un être vivant, avec un être humain particulièrement, quel est le constat que je fais? Le Soleil passe son temps à convertir de l'hydrogène en hélium, c'est une machine qui crée des structures. 4 millions de tonnes par seconde de la masse du Soleil s'évapore sous la forme de grains de lumière, donc c'est un égreneur d'énergie, du E égale mc2, et il produit 10 photons. Le Soleil, donc si je prends une particule de matière dans le Soleil, un atome, un grain de matière dans le Soleil, chacun des grains de matière dans le Soleil fait 10 photons tous les 400 000 ans. Si maintenant je prends monsieur qui est ici, au hasard, je ne le connais pas, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, ben je vais vous faire une prédiction sur monsieur, je ne connais pas votre nom, je ne sais pas où vous êtes né, mais je peux vous dire que tous les 1,8 ans, monsieur rayonne 10 photons. Et je ne le connais pas. Or, 1,8 ans, c'est plus court que 400 000 ans. C'est à peu près 200 000 fois plus court. Ça veut dire que nous sommes des machines à engendrer de l'entropie qui est 200 000 fois plus efficace que le Soleil. Et si la propension de l'histoire de l'univers, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est dégrainer l'énergie, parce que c'est ce qui est le plus naturel, parce qu'on va vers les états les plus probables, par ce qu'on appelle l'entropie statistique, la vision de Boltzmann, ce qu'avait dit Einstein, eh bien, ça veut dire que la vie s'inscrit non pas en rupture d'une histoire d'un monde qui va vers plus de désordre, mais elle s'inscrit dans ce déroulement logique, et tout porte à penser que la vie existe partout ailleurs dans l'univers. Pour moi, ce principe-là est la meilleure raison de croire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau votre histoire, mais il y a de la matière. Vous l'avez dit tout à l'heure, la matière noire, il y en a beaucoup plus que de la matière classique, et elle ne fait pas de lumière. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Eh bien, si vous enlevez la matière noire de l'univers, vous n'avez pas une étoile, pas une galaxie, c'est elle qui permet à la gravité d'engendrer des étoiles et des galaxies. Ce qui est intéressant, c'est que la matière noire, lorsqu'elle subit la gravité, la différence entre la matière noire et la matière classique, c'est juste la gravité. Lorsque la matière noire subit la gravité, elle forme des halos sphériques, des formes sphériques universelles. Toutes les structures de matière noire se ressemblent. Et donc, il n'y a aucune structure complexe qui fait la singularité, l'unicité de ces formes, ce que François Cheng appelait la beauté. Vous ne pouvez pas créer de beauté avec de la matière noire parce qu'elle ne peut pas libérer son agitation sous la forme de lumière. En d'autres termes, la matière noire est au service de la structuration de l'univers grâce à la matière classique, mais elle-même n'est pas capable d'engendrer de formes organisées parce qu'elle ne peut pas rayer de lumière. Alors vous allez me dire, d'accord, mais tout à l'heure vous aviez dit qu'il y avait des trous noirs. Les trous noirs, c'est quand même des trucs qui bouffent des étoiles. C'est quand même un petit peu en contradiction avec ce que vous dites. Donc votre talk, il était sympa jusque-là, mais quand vous êtes arrivé au trou noir, là j'ai lâché. Le mardi 5 février 1963, Martin Schmitt regarde des étoiles. Bêtement, ça devait être un dimanche, il n'avait rien à foutre. Il regarde des étoiles et il les compare à un catalogue radio. Et il s'aperçoit qu'il y a une des étoiles qui émet beaucoup d'ondes radio. Et plus tard, il va s'apercevoir que cette étoile varie. Il mesure le décalage vers le rouge de cette étoile et il s'aperçoit qu'elle est à 2,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Ce qui n'est pas commun pour une étoile. Je rappelle que la taille de la Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière. 2,5 milliards d'années-lumière, vous êtes loin. Ça veut dire que cette étoile, pour briller comme une étoile, il faut qu'à la distance de 2,5 milliards d'années-lumière, elle brille comme 1000 milliards de soleils. C'est la première découverte de ce qu'on appelle un quasar, un objet quasi-stellar, qui ressemble à une étoile, mais c'est du Canada Dry. Donc, on est face à un objet qui fait beaucoup de lumière et dont on sait aujourd'hui que le seul moyen de faire ça, c'est de convertir l'énergie gravitationnelle en lumière. C'est ce qu'on appelle un trou noir qui, lorsque la matière tombe dedans, chauffe à des millions de degrés et rayonne. Mais ce n'est pas tout.
On a vu l'horizon quasiment, c'est pas vraiment l'horizon, c'est un petit peu plus grand, par l'ombre des trous noirs, ici Sagittarius A star, 6 millions de masses solaires, 6 milliards de masses solaires et 4 millions de masses solaires ici, pardon, M87 star et Sagittarius A star. Or, Bekenstein puis Hawking ont montré qu'un trou noir s'évapore et finit par exploser. Et un trou noir, c'est donc une machine à complètement transformer de la matière en lumière. Et donc, ça rentre complètement dans cette propension naturelle de l'histoire de l'univers à faire de la lumière. Je ne rentre pas dans cet aspect-là, mais aujourd'hui, il y a toute une nouvelle physique qui est née du calcul de l'entropie à l'horizon d'un trou noir. C'est ce qu'on appelle les théories de l'univers holographique, etc. Voilà, je ne rentre pas dedans, mais disons que c'est tout à fait lié avec ça. Et c'est lié à ce qu'on appelle l'énergie noire, qui, elle, qui peut être traitée de la même... L'horizon cosmologique peut être traité de la même manière que l'horizon d'un trou noir, et on peut montrer que l'expansion de l'horizon cosmologique, cet horizon cosmologique est analogue à l'horizon d'un trou noir et probablement le lieu où il y a le plus d'entropie qui est stockée. Mais bon, ça, c'est un peu technique. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la matière noire, les trous noirs, l'énergie noire, même les neutrons, finalement participent à cette vision relativement cohérente d'un monde qui tend vers toujours plus de lumière et qui répond simplement à un principe physique qui est l'entropie, dans lequel la matière s'organise. J'en arrive maintenant au réchauffement climatique. Lorsque vous avez un photon du Soleil qui arrive sur la surface de la Terre, il est égrené en 20 photons à 10 micromètres, il arrive à 0,5 micromètres, il est égrené en 20 photons à 10 micromètres. Ces photons-là ont beaucoup moins d'énergie chacun. Ils n'ont pas assez d'énergie pour traverser l'atmosphère. Ils sont réfléchis par l'atmosphère, par l'effet de serre. Et donc, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec ce qu'on appelle le réchauffement climatique, c'est un problème d'entropie où l'égrenage de l'énergie est confronté au fait que la lumière ne peut pas être libérée, elle est bloquée. Mais elle est stockée, donc la lumière devient une sorte de déchet dans notre histoire. Et donc, pour conclure, j'aimerais juste dire deux mots. D'une part, un message naïf, et après un message plus sérieux. Donc le message naïf, c'est que même si la guerre en Ukraine, ce qui se passe en Chine, le voisin d'à côté qui fait ceci ou cela, qui met sa tondeuse le dimanche, etc., il y a toutes les raisons de croire qu'on ne va pas s'en sortir. Mais il y a une étrange coïncidence. Lorsque Einstein a regardé la gravité et qu'il a vu qu'il y avait une étrange coïncidence entre la chute libre d'un objet, enfin, entre l'accélération et la gravité, il en a déduit la théorie de la relativité générale. Lorsqu'il a vu qu'il y avait une étrange coïncidence entre l'entropie du rayonnement et du gaz, il en a déduit l'existence des photons. Lorsque Copernic a vu qu'il y avait une étrange coïncidence dans le mouvement des planètes sur leurs épicycles et qu'elles tournaient de façon synchrone sur les petits cercles sur lesquels elles sont situées, il a compris que c'était en fait un problème de parallaxe et que cette étrange coïncidence venait du fait que c'était nous qui bougions. Aujourd'hui, on vit une étrange coïncidence. On a des problèmes planétaires, le réchauffement climatique, la biodiversité, la pandémie, enfin, l'épuisement des réserves naturelles, etc., pollution. Au moment où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la population mondiale, d'après les Nations Unies, va se stabiliser autour de 10, 11 milliards d'individus. Il y a même certains articles qui montrent qu'il va y avoir en fait un problème de baisse de la population mondiale. Et au moment où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on dispose d'une moyen de communication planétaire instantanée avec Internet. Cette étrange coïncidence me fait naïvement penser qu'on est face à un défi à l'échelle planétaire de la nécessité de construire autrement notre rapport à la Terre et aux autres, et donc de se structurer dans la logique de ce qui se fait depuis 13,8 milliards d'années. Et je sais qu'il y a toutes les raisons de penser que ça ne se fera pas, et je me rappellerai toujours que dans mes cours d'histoire, quand je disais à mon prof d'histoire, quand j'étais à l'école, mais c'était il y a longtemps, mais monsieur, pourquoi on ne fait pas l'Europe? Et le prof m'avait dit, mais l'Europe, il n'y a aucune chance qu'elle se fasse pour telle et telle et telle raison. Et c'est vrai que quand on réfléchit logiquement, il n'y a aucune chance que l'être humain devienne un être humain. Quand j'ai rencontré l'écrivain José Saramago, je lui avais fait part de réflexions naïves, et il m'a dit, mais ça, c'est parce que tu es naïf.
Il m'a dit, est-ce que tu sais qu'on a découvert récemment le chaînon manquant entre l'animal et l'être humain? Mais j'ai dit non. Il m'a dit, c'est nous. Alors maintenant, je voudrais conclure sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Je pense que c'est Michel Audiard qui a trouvé la réponse à nos questions. Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Et je pense que le moment est venu. Voilà, soyons fêlés. Il faut fêler tous nos a priori, notre système. Il faut tout casser. Et laisser passer la lumière pour qu'elle puisse se libérer. Ça ne veut rien dire, hein, mais je répète ce que dit Michel Audiard. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Merci.